Le voici faisant son entrée dans la gare. Talgo. Merde, il ne croit pas que c'est authentique. Menti, oui. Steak russe et un morceau de poulet. Merci beaucoup pour vos gentils mots. Je le dis vraiment, si le train était mauvais, nous ne l'aurions pas acheté. Comme toujours, à votre santé. Salutations de la gare de Samarcande. Dans un peu moins de 3 heures, mon train part pour Bukhara, la ville que j'ai l'intention de visiter. Dans cette petite série de chapitres en hommage à l'axe central de la route de la soie. Le plus important, c'est le train dans lequel je vais monter, car ce n'est pas un train ordinaire, mais un Talgo 250, la grande vitesse espagnole ici, en Asie centrale. En fait, c'est le train le plus rapide de toute l'Asie centrale, alors il n'y a rien de plus à dire. Découvrez la grande vitesse espagnole en Asie centrale et la ville de Bukhara avec moi. Allons-y. Regardez à quoi ressemble la gare de Samarcande. Et elle est magnifique, quelles grandes lampes ils ont. Et la décoration dans ce style, avec des carreaux comme on en trouve sur les bâtiments que j'ai vus, enfin que vous avez vus dans la vidéo précédente. Moi j'enregistre ça le même jour, mais c'est vraiment très beau. Bonjour, avez-vous du café ? Expresso américain, cappuccino ou latte? Américain. Américain. Avec ou sans sucre? Sans sucre. Avez-vous quelque chose à grignoter? Samsa chaude. Samsa. Chaude? Oui. À la viande? Oui. D'accord. Un, s'il vous plaît. Comme il faut patienter un peu avant que le train parte, j'ai pris un café. Je suis crevé, je vais arriver complètement épuisé. Et un samsa, un plat typique d'ici, d'Asie centrale. À votre santé. C'est bon, bien chaud. Avec de la viande. Le voici faisant son entrée en gare. Waouh! Afrosiab. Talgo, hahaha. Waouh! C'est comme être en Espagne ici. Sauf qu'il y a d'autres couleurs, le drapeau de l'Ouzbékistan, mais c'est pareil. Pareil. Le voici. Waouh, quelle émotion. Ça fait très longtemps que je ne suis pas monté dans l'un de ceux-là en Espagne, alors ça me touche, je ne sais pas, l'émotion ici. Ça me manque. Comme si je faisais un trajet, Madrid-Séville, Madrid-Barcelone ou autre. On va jeter un coup d'œil à la locomotive. La voilà. Voilà le conducteur, hop, il descend. Salam alaikum. Voici donc le modèle 250 que les locaux appellent Udkono ou bec de canard, qui est justement comme on l'appelle aussi en Espagne, canard, pour les modèles 102, 112 ou 350. Celui-ci, on voit qu'il est un peu différent de style moderne, mais il suit toujours le schéma de ces Talgo à grande vitesse.
Ils ont le nez aplati qui ressemble un peu à un bec de canard. Et voilà. Afrosiab porte le nom de ruines qui ont été découvertes dans la ville de Samarcande, enfin qui sont encore visibles, datant du 8e siècle avant Jésus-Christ et qui ont été nommées en l'honneur d'un roi du 17e siècle. Afrosiab porte son nom. Le voici capable d'atteindre 250 km/h. Le premier de ces trains est arrivé d'Espagne ici en Ouzbékistan. En 2011, il a été mis en service. Je crois que c'était la ligne Tachkent-Samarcande, sauf erreur. Maintenant, il y a d'autres lignes. Ils ont déjà ouvert, par exemple, Bukhara aussi, et elle continue de se développer. En fait, c'est très intéressant, parce qu'ils l'ont amené d'Espagne par bateau jusqu'à Saint-Pétersbourg. Les wagons ont été mis sur un bateau et transportés jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et là, ils les ont un peu réparés. Ils ont fait les dernières retouches, et depuis Saint-Pétersbourg, avec une locomotive russe, ils l'ont amené jusqu'à Tachkent. Bon, allons à mon wagon, c'est le numéro 8. Merde, regardez dans quel état ils arrivent. Le wagon 8, c'est là, non? Oui. Merci, c'est le wagon Very Important Person. Oui. Rien, ils ont un wagon Very Important Person. Il y a une autre classe à faire, je suppose celle-ci et la mienne, qui est économique. Il y a 3 classes, je crois que le train espagnol n'en a que 2. Au fait, comment vont les contrôleurs? Avec leurs casquettes soviétiques, leurs vestes stylées. Numéro 8. D'accord. Finalement, je suis monté dans le wagon 6. Voyons voir. Comme ça, au passage, on découvre le train. Ici, nous avons le wagon-restaurant. C'est exactement comme le Talgo d'Espagne. Il ne change pratiquement rien. Bon, voyons voir. C'est la voiture 8. Oui, vous avez quel siège? Un instant. Ici, nous avons le 23. Finalement, je voyage en classe affaires. Voilà, classe affaires. Le billet m'a coûté 168 000 sommes, ce qui fait à peu près 12 € au taux de change. Comme je l'ai dit, ça y ressemble. Regardez. Logiquement, c'est un Talgo. Il est identique, le voici, à celui que vous pouvez trouver en Espagne et bien sûr dans d'autres parties du monde aussi. Il n'y a pas que des Talgos en Espagne. C'est tout. Nous sommes en train de bouger. Eh bien, nous y sommes, messieurs, dans le Talgo espagnol d'Asie centrale. Regardez, hein? En classe affaires, ce n'est pas si mal. Putain, c'est carrément génial. Énormément d'espace. C'est dommage que le trajet soit si court. Je crois que c'est seulement 1h30 jusqu'à Bukhara. Avec sa petite table, la voici. Grande petite table. À coudoir, très bien. D'accord, il est temps d'essayer le wagon-restaurant que j'ai traversé très rapidement tout à l'heure. Le voici. Bon, j'ai commandé un sandwich au poulet et un thé vert au citron. Le gars m'a dit de ne pas le filmer, qu'il n'a pas d'uniforme. Bon sang, pas de problème, je ne le filme pas. En fait, je l'ai finalement convaincu. Il m'a laissé faire à cause de... Il m'a laissé parce que je lui ai dit que je suis espagnol. C'est un rêve pour moi, il a finalement dit. Filme, mais ne me montre pas. Il y a des pistaches et beaucoup de désordre dans la cuisine. Je crois que c'est pour ça qu'il m'a dit de ne pas le filmer. Enfin bon, voici le wagon-restaurant, comme vous pouvez le voir.
C'est exactement pareil. Exactement pareil, on dirait que je vais prendre une petite bière ici, comme si j'étais en Espagne. Je me demande s'ils vendent de la bière. Non, bon, ça c'est fini. Ah, mais ils en vendent, non? Ils sont déjà finis. Juste pour savoir combien ça coûte. De 21 000 à 35 000 sommes. Merci. De 2 à 3 dollars. Merci. Combien ça fait en tout? Le thé et le sandwich? 40 000 sommes. Comment trouvez-vous le train, il vous plaît? C'est un très bon train. Il est optimal pour l'Ouzbékistan? Il est idéal pour l'Ouzbékistan. Aucun autre pays n'utilise cela comme les Ouzbeks. Non, ils l'utilisent, n'est-ce pas? Nous, les Espagnols, nous sommes heureux qu'ils utilisent ce train ici. C'est un bon train, il nous plaît. Tout d'abord, il est de qualité. Il s'adapte très bien aux changements de température, au froid et à la chaleur. Ah, d'accord. En Asie centrale, il fait très froid en hiver et très chaud en été. Oui, oui, oui. Et le train s'adapte. Et la qualité est bonne. Il ne tombe pas souvent en panne. C'est un bon train. Oui, oui. Les Espagnols travaillent au service technique ici. Ici dans le train ou dans les dépôts? Pas ici à Tashkent dans les dépôts. Ce sont les ingénieurs mécaniciens, n'est-ce pas? Oui, les gars sont de bons professionnels. Merci beaucoup pour vos aimables paroles. Je le dis sincèrement. Si le train avait été mauvais, nous ne l'aurions pas acheté. Oui, oui, c'est vrai. Bon. Eh bien, à votre santé, je mange mon sandwich. Dans le train espagnol, merci, des lingettes humides. À votre santé, le sandwich au poulet dans le talgo ouzbek. Voilà, j'y suis, je suis à Bukhara. Regardez, c'est la classe économie. Ce n'est pas mal non plus, c'est juste qu'il y a plus de sièges. Et ici, vous avez la classe Very Important Person. Bon, on ne voit pas très bien parce que c'est un peu caché par le store baissé, mais on devine que les sièges sont beaucoup plus spacieux, avec des tables bien recouvertes. Et il me semble que ça coûte 20 € et on vous sert aussi à manger, un grand menu. Donc, si vous voulez voyager comme des marquis, vous avez aussi cette option ici. Eh bien, c'est tout. Avec le bec de canard ouzbek, je vous dis au revoir. Je vais à l'hôtel, car je suis vraiment épuisé. Demain sera un nouveau jour pour explorer Bukhara, cette ville mythique, également sur la route de la soie. À bientôt. Salutations et bonjour, depuis les pieds de l'impressionnant minaret Kalon, une construction du XIIe siècle dont la légende raconte que le grand Gengis Khan, lorsqu'il a réduit en cendres toute cette ville de Bukhara, l'a laissé debout parce qu'il a été émerveillé par sa beauté. C'est la seule chose qu'il a laissé debout dans toute la ville. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'intention de visiter, comme je l'ai dit, cette ville, qui fut la capitale de l'Empire samanide, et une grande ville également très importante sur la route de la soie, sur cet axe central et au cœur de la route de la soie. Mais avant tout, je ne veux pas manquer de goûter un magnifique plov ouzbek, car hier je n'en ai pas eu le temps. Je vais voir si je trouve un plov en me promenant, puis nous parlerons plus en détail de la ville. Excusez-moi, où manger du plov? Il n'y a pas de plov.
Merci. Au final, je me suis un peu attardé et je suis venu ici au marché en me disant « Voyons si je trouve un endroit authentique de plov, comme ça, de rue. » Mais ça va être difficile. Déjà, il est un peu tard et ici j'ai demandé 2 ou 3 fois et on m'a dit non, qu'il n'y en a pas. Mais bon, on ne va pas... Il ne faut pas se décourager. Allez, on continue à chercher. Au final, qui cherche trouve. Où puis-je manger du plov ici? Plov. Plov, je ne sais pas. Oui, Je ne sais pas. par ici tout près. Par là, la deuxième à droite. Mais je ne sais pas s'il y en aura. Merci, je vais demander maintenant. C'est une cantine? Oui. Merci. Bonjour. Bonjour, savez-vous où je peux manger du plov? Tout droit, tout droit. Merci. On dirait qu'on m'a donné des indications. Qu'ici, sur le marché, il y a une cantine. Et bon, il y a des gens qui me disent donc oui et d'autres que non. On va voir ce que donne cette recherche. Pour l'instant, cela ressemble à un marché, une zone textile et vêtements. Et on m'a envoyé au fond. Ah, nous y sommes, nous sommes arrivés. Salam alaikum. Bonjour, avez-vous du plov? Plov, fini? Fini. Ah, d'accord. Et où peut-on manger du plov? Plov. Qu'est-ce qu'ils ont? Nous avons des mantis. Des mantis? Ça sent bon. Des mantis? Mantis, steak à la russe et un morceau de poulet. Combien coûterait entre le thé, un morceau de poulet et des pommes de terre? 35 000 sommes. D'accord. Mantis. Pas menti. Où puis-je en manger? Tu viens d'où? D'Espagne, de Madrid. L'Espagne? De Madrid, ouais. Barcelone? Madrid, Madrid. Madrid, Barcelone. Je viens de Madrid. Donc il n'y a plus de plov, n'est-ce pas? Oui, il n'en reste plus. À quelle heure le prépare-t-il? À 11h30. Ah, à 11h30. Et ça finit quand? Dieu seul le sait. Plus ou moins, dans 2 heures? Oui, on a 2 heures. Bien, alors j'attends d'en bas. Oui. Merci. Compote, c'est bon. Ça va, oui, merci. Maintenant, il l'emmène. Merci. Mon Dieu, ça va être le voyage à la recherche du plov perdu. Ça fait déjà 2 fois que j'arrive en retard. Bon, j'espère pouvoir le goûter avant de quitter l'Ouzbékistan et vous montrer... Oh, merci. Vous voulez du thé? Oui. Vert, noir? Noir, s'il vous plaît. Sans sucre. À l'abricot. Très bonne. Elle n'est pas trop sucrée, ce que j'apprécie. Parfois, ils en mettent trop, mais cette compote est excellente. En plus, c'est bien frais. Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est un poulet que vous pouvez trouver partout dans le monde, un poulet rôti. Mais il est excellent. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai très faim, mais vraiment. Il est bien juteux, pas du tout sec. Très bon. Merci. Et la petite salade est très simple. Oignon, un peu de coriandre et de persil et poivron. Tu ne peux pas imaginer comme ça pique. Pas énormément, mais c'est assez fort. Très bien, délicieux. Un repas simple, efficace et délicieux.
Combien? 35 000 sommes. Avec le thé et la compote, ça fait 40 000 sommes. 40 000? D'accord, une seconde. J'ai 39 000 sommes. Savez-vous où je peux changer de l'argent? C'est bon, ce n'est pas nécessaire. Et où puis-je changer de l'argent? Par là, tu vas tout droit, puis à droite, et tu les verras dans le couloir. D'accord, merci beaucoup. Putain, bah je me retrouve officiellement sans un sou. Heureusement qu'ils m'ont accepté, ils me demandaient maintenant 40. La nourriture que vous avez vue coûte moins de 4 €. Et j'avais 39 000, quelle honte, mec. Rien, je ne me débrouille pas trop avec l'argent, mais bon, là il faut vraiment que j'aille changer, même si c'est juste ces 5 000 roubles, peu importe comment. Pour l'instant, il faut sortir du marché pour changer de l'argent. Eh bien, le repas était délicieux. Je te le dis, le petit poulet était... Salam alaikum. Où puis-je changer de l'argent? Continue tout droit, tu vas le voir là-bas. Merci. Les Ouzbeks sont vraiment aimables, c'est agréable. Sérieusement, ça fait 4 jours que je suis ici et tout le monde a le sourire. Honnêtement, on m'a rarement regardé de travers. En général, ils veulent dire bonjour et sont très aimables. Ils te donnent l'occasion de discuter, vraiment, c'est un plaisir. Ah, regarde, là je vois l'oncle en train de changer. Voilà, c'est bon. Bonjour, 5 000 roubles. Ça fait combien? 650 000 sommes. D'accord. C'est authentique. Il ne fait pas confiance. C'est vrai. C'est une caméra? Oui, je suis touriste espagnol, je filme. 650 000 sommes. C'est bon, merci. 3, 4, 5, 6, d'accord. Enregistre, ce n'est pas grave. C'est bon, haha, au revoir. Eh bien, on m'a donné un meilleur taux de change qu'à Samarcande. Et ce type-là, vous voyez, il change de l'argent dans la rue avec sa liasse de billets. D'accord, on vient de sortir du marché. Ouh, quelle noix blanche. Elles ont l'air bonnes. Et là, qu'est-ce que c'est, cher ami? De la viande? C'est du bacon avec des épices. Oui, de la viande. Et ça, c'est du turon, non? Non, non. Merci, je viens de manger. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est une petite caméra, je suis touriste et j'enregistre. Je vais filmer. Tu viens d'où? D'Espagne, de Madrid, vous connaissez. Oui, je connais. Filme-la, elle. Salut. Salam alaikum. Vous avez une belle ville, Bukhara. Oui, tu aimes? Oui, merci. Au revoir.
À côté du marché où je viens d'être et de manger, se trouve le mausolée d'Ismaïl Samani, le chef de la dynastie samanide. Un important empire qui a prospéré entre les 9e et 10e siècles ici en Asie centrale, et qui montre la richesse des cultures que ce territoire a connues historiquement. Il est enterré précisément dans ce qui fut la capitale de son empire, à Boukhara. Certains historiens estiment que le trajet de la route de la soie, tel qu'on la connaît aujourd'hui, bien que le terme route de la soie ait été établi par les romantiques au XVIIIe et XIXe siècle, car en réalité on y commerçait beaucoup d'autres choses. On estime, comme je le disais, qu'elle a commencé au IIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Parthes, des guerriers à cheval, mirent fin à l'empire séleucide. Et alors, il a été possible d'établir une route plus ou moins stable qui allait de la Chine, de Xi'an jusqu'à Rome, jusqu'au port d'Ostie. D'autres auteurs la placent jusqu'à Bursa, en Turquie actuelle. De toute façon, ces routes commerciales et ces croisements de civilisations existaient déjà il y a des milliers d'années. Un exemple en est la route du Khorasan, qui reliait des marchandises venant de Chine, du nord de l'Inde, et qui passait aussi par l'Asie centrale pour finir à Babylone et à Bagdad. Le terme de route de la soie, comme vous pouvez tous l'imaginer, vient de la soie, du matériau de la soie, dont la fabrication est restée secrète pendant près de 3000 ans. Jusqu'à ce que finalement des moines coréens révèlent leur méthode de fabrication. Personne n'imaginait que cela provenait du cocon d'un ver à soie, dont d'ailleurs on peut extraire jusqu'à 1200 mètres de fil. En réalité, on échangeait aussi fréquemment des métaux précieux comme l'or et l'argent, pas seulement de la soie. Également avec des éléments comme la myrrhe, l'encens de la péninsule arabique, avec des pierres précieuses provenant des mines d'Orient. Par exemple, le lapis lazuli provenait de mines situées dans l'actuel Afghanistan. Et c'était une couleur très prisée par les peintres médiévaux d'Europe pour obtenir une certaine teinte de bleu. Elle n'était extraite que de là. Nous avions aussi des bois précieux, du jade, également de la laque qui venait de Chine, des gemmes et des pierres précieuses provenant des mines d'Orient, des perles du golfe Persique, ou bien sûr des épices comme le poivre et la cannelle. Cette route de la soie, aussi appelée route des épices ou commerciale, a eu un rôle majeur dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas un hasard si de nombreux historiens pensent qu'elle a été la voie la plus importante pour connecter notre civilisation, c'est-à-dire la civilisation humaine, entre différentes cultures, celle de l'Orient et celle du vieux continent, l'Europe. De plus, on n'y échangeait pas seulement des biens, des épices, de la soie, mais elle servait aussi d'autoroute pour les religions. C'est pourquoi on peut trouver le bouddhisme aux confins de l'Europe et le christianisme en Chine. La façon dont les marchandises étaient échangées et transportées d'un point à un autre sur la route de la soie se faisait par des caravanes, généralement à dos de chameaux ou de dromadaires. Bon, ça dépendait du territoire, aussi à cheval, à dos d'âne, ça dépendait, non? Il y avait beaucoup de variantes. Ces caravanes ne parcouraient pas les milliers de kilomètres d'un bout à l'autre de la route de la soie, mais faisaient un peu de petites étapes de quelques centaines de kilomètres, car tout le trajet d'Arsay pouvait pratiquement prendre plus de 2 ans. Et c'était très dangereux et risqué. Elle s'arrêtait donc dans ce qu'on appelle les caravansérails, des relais où l'on pouvait se reposer, nourrir les animaux et commercer avec les marchandises. Derrière moi, nous avons un caravansérail, le caravansérail de Nogaï, pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemblait. Et c'est ici que les commerçants se reposaient, puis vendaient et achetaient d'autres marchandises. Ce que cela faisait, évidemment, c'est qu'avec de nombreux intermédiaires, le prix augmentait progressivement du début à la fin de la route. Plus il y avait d'intermédiaires, plus le prix augmentait. Plus il y avait d'intermédiaires et de gouvernements, plus il fallait payer d'impôts et de droits de douane. Cette situation est devenue un véritable casse-tête pour les royaumes européens de la fin du XVe siècle.
parce qu'ils payaient énormément de taxes, d'impôts et une énorme surtaxe pour acquérir leurs marchandises, disons, à Venise s'il s'agissait d'épices, ou en Turquie avec l'Empire ottoman contrôlant le transit de ces marchandises, ce qui les a amenés à envisager des routes alternatives. À la fin du XVe siècle, les Portugais ont trouvé la clé et navigué autour de l'Afrique jusqu'à Calcutta, en Inde. On estime que seulement 10 ans après être arrivés en Inde et avoir établi cette nouvelle route commerciale, tout le commerce de la route de la soie avait pratiquement disparu, parce qu'ils l'avaient accaparé. Ces thalassocraties, ces royaumes qui gouvernaient grâce à la puissance de leur flotte en mer et dominaient les océans, ont réussi à créer de nouvelles routes commerciales et ainsi à éviter tous les intermédiaires. Ils pouvaient transporter plus de marchandises sur un seul navire, une combinaison idéale, plus de produits à moindre coût. Au final, la route de la soie a disparu et n'est restée qu'un héritage pour les romantiques qui l'ont renommée au XVIIIe et XIXe siècle. Allons maintenant marcher dans les entrailles de ce caravansérail de Nogaï. Jetez un coup d'œil. Aujourd'hui, c'est une attraction touristique, comme vous pouvez le voir, c'est rempli de tissus et de produits pour les touristes. Et je voulais venir par ici parce qu'il me semble qu'il y a un restaurant où l'on peut déguster des vins. Le centre de Bukhara est comme ça, il est magnifique, il a été rénové, reconstruit et en plus il est piétonnier. Et c'est plus ou moins comme cela que cela devait ressembler à l'époque de la route de la soie, de la route commerciale. Eh bien, toute ma joie, j'ai tombé à l'eau. Le voici, dégustation de vin. Ferme et mince. J'avais pourtant hâte de goûter des vins ouzbeks. Je l'avais réservé pour finir la vidéo d'une manière spéciale. Rien ne me réussit aujourd'hui, entre le plov et les vins. Putain, quelle vidéo je fais, il faut que je trouve comment la relever. Alors, au final, je suis venu dans un restaurant qui franchement est magnifique. Regardez-moi ces colonnes en bois et puis toute la décoration. Faute de dégustation, je m'en suis organisé une tout seul ici dans ce restaurant. Le monsieur m'a dit que c'était un ancien hôtel du XVIIIe siècle. C'est pour ça que c'est si beau et que c'est plutôt bien préservé. Il a vraiment été rénové, mais franchement, c'est spectaculaire. On a l'impression de admirer ces détails. Quelles œuvres! C'est la richesse de la route de la soie d'Asie centrale, de ce cœur de la route de la soie. Comme je l'ai dit, je me suis organisé ma propre dégustation. Bon, de deux, un vin blanc et un vin rouge sec, les drosses tous les deux. Et ce sont des cépages français. Un chardonnay pour le vin blanc et un pinot noir pour le vin rouge. L'un, le vin rouge, vient de Tashkent, l'autre de Samarcande d'après lui. Les deux verres ensemble coûtent 10 €. Ça fait presque 5 € le verre chacun. Sautelliette et pinot noir. Profitez de votre... je ne sais pas comment le dire. Dégustation. Oui, bonne dégustation. Merci beaucoup. Comme toujours, à votre santé. Oui, vous pouvez voir que ce sont des vins jeunes. La couleur est très transparente dans le vin blanc. Très bien aussi. Je préfère le Tempranillo, plus attaché à la région. Mais bon, c'est vraiment délicieux. Je n'ai rien à redire. En plus, je ne suis pas un expert, donc je ne vais pas critiquer sans rien y connaître, n'est-ce pas? C'est une cave privée qui a ouvert il y a 5 ou 6 ans. Oui. Ils produisent du vin avec une technologie italienne. Ah! Ils ont des chambres et tu peux y aller pour te reposer et déguster des vins. Nous avons 3 de leurs vins, mais ils en ont plus de 10 différents. Oui. Ils ont des variétés de Californie, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon. Avez-vous des vins de cépage ouzbek? Oui, il y en a des vins doux. Oui, seulement des vins doux. Oui, il y en a des vins doux. La variété est du raisin de table.
Je comprends, elles sont faites pour être mangées, très sucrées. Oui, on fait du vin avec ce raisin. Des vins de dessert. Oui, on les appelle vins de dessert ou de table. Même s'ils importent d'autres cépages de loin, comme le saperavi. C'est comme un cépage géorgien spécial pour le vin. Grâce au soleil que nous avons, elles deviennent aussi un peu plus sucrées et on peut les manger. Oui. Écoutez, c'est très intéressant ce que vous me dites. Je parle ici avec le monsieur et il me dit que, à l'époque de l'Union soviétique, on buvait surtout de la vodka et que c'était très interdit. Il y a aussi la question parce que, comme vous le savez, l'Ouzbékistan est un pays musulman. Mais cependant, ses grands-parents, ses ancêtres, faisaient aussi du vin maison, du jus de raisin, puis ils le faisaient en fermenté, ils ajoutaient du sucre, c'était vraiment fait maison, et ils se permettaient en tout jour, m'a-t-il dit, un petit verre. La tradition, c'était la vodka, et jusqu'à il y a quelques années, maintenant les familles ouzbèques me disent qu'elles commencent à déguster leur propre vin. Disons que l'industrie du vin est en train de croître ici en Ouzbékistan depuis les 5 ou 10 dernières années. C'est-à-dire que l'industrie du vin ici est très récente. Je suis ici comme Dieu, en train de boire mon vin rien que pour moi, avec la musique du parrain en fond. Bon, si je termine la vidéo ici, sachez que je vous suis très reconnaissant de m'avoir accompagné et on se retrouve à la prochaine.